Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Développement, un sujet à la fois, à travers lequel nous essayons d'analyser des thèmes pertinents en vue de contribuer au développement d'un monde meilleur. C'est votre présentatrice, Zénab Bari. Vous me connaissez déjà, mais c'est toujours bien de se présenter à nouveau, je pense. Alors voici un petit résumé. Je suis politologue, experte en développement international, fondatrice de Zénab Bari Consulting, blogueuse, auteure de Lessons from Depression ou Les leçons de la dépression, ce livre-là, défenseuse de la santé mentale et très active dans le domaine de recherche et d'élaboration des politiques de maternité pratiques et pertinentes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de souhaiter la bienvenue à Vanessa Berman, qui a gentiment répondu à mon invitation pour discuter d'un sujet qui nous tient toutes les deux à cœur, les femmes et la santé mentale. Mais avant tout, nous allons d'abord découvrir qui est Vanessa et quel est son point, quel est son parcours, de son point de vue sur ce sujet, quel est son parcours professionnel. Vanessa, je sais que tu es une consultante et une coach carrière et leadership, mais tu portes aussi beaucoup de casquettes. Alors, pour le plaisir de nos auditeurs et auditrices, parle-nous un peu de toi, s'il te plaît, Vanessa. D'accord, avec un immense plaisir, Zinab. Déjà, je te remercie beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur, c'est un plaisir. Alors, ce que tu as dit introduit bien du coup ma réponse. Donc moi, qui je suis? Je vais commencer par le présent et après je vais revenir un petit peu sur le passé pour retracer mon parcours. Donc, comme tu l'as dit, je suis la créatrice, je suis aussi la dirigeante du cabinet de conseil et coaching Bionic. Mhm. C'est une entreprise qui est née de mon histoire personnelle, on le verra un petit peu après, et dont vraiment la priorité, c'est l'empowerment et la santé mentale des femmes et des mamans en particulier. Donc, comme tu l'as dit, je suis à la fois consultante mentor business, marketing et aussi coach carrière et leadership. Et donc, à travers cette mission que je me suis donnée, j'aide les cadres et les dirigeants, femmes prioritairement, à reprendre le lead dans leur vie pour pouvoir booster leur réussite professionnelle et personnelle. Vraiment trouver un équilibre qui fasse sens. Mais évidemment, enfin, évidemment ou pas d'ailleurs, il y a, disons, presque 5 ans, je me serais jamais du tout imaginé faire cela. Il y a très longtemps, j'ai rêvé d'entrepreneuriat, peut-être comme beaucoup de personnes. J'ai fait des tentatives, j'ai élaboré des projets, mais ces projets-là, ils n'allaient pas du tout dans le sens de ce que je fais actuellement. Donc finalement, je dirais pas que c'est vraiment par choix que je suis devenue entrepreneur. Ça s'est imposé à moi, en fait. Pourtant, c'est très profondément l'écho d'un désir profond que j'avais déjà à 16 ans. Parce qu'en fait, à 16 ans, je voulais devenir psychologue. Donc, ce n'est pas ce que je fais, mais j'ai toujours eu une profonde empathie, voire sympathie pour le bien-être de l'âme, en fait, de la personne dans toutes ses dimensions. Mais alors finalement, c'est quoi mon parcours? Finalement, comme tu l'as dit, j'ai plusieurs casquettes parce que je dirais, un parcours assez pluridisciplinaire. Je me suis résolue à enfouir mon rêve quand j'avais 16 ans et je me suis lancée plutôt sur des études de langue parce que vraisemblablement ça semblait concret pour mes parents et étant issue de la Caraïbe, je suis guadeloupéenne, ça ne Ah. me semblait pas aberrant en fait, baignant dans un univers de langue, ayant d'ailleurs des atouts assez naturel de commencer par là. Mais en faisant ça, j'avais pas de réel projet, sincèrement, parce que mon projet d'âme, c'était psychologue, en fait. Donc, je suis allée à l'université, je me suis inscrite d'abord en langue étrangère appliquée, j'y ai fait une semaine, parce Semaine. que, parce que je me suis rendu compte assez rapidement qu'à ce moment-là, la performance, l'entreprise, ça me semblait très étranger et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bon, sans doute que pour certains, c'est normal de repiquer leurs années, etc. Pour moi, ça pourrait être un drame. Donc, je vais aller au secrétariat et gentiment changer de filière, hein. On va essayer de faire des choses qui fonctionnent.
Et donc, en fait, sans passer du tout au tout, je me suis inscrite en langue, littérature et civilisation étrangère, option espagnole. Voilà. Mhm. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mes études par, à l'époque, un DUG, parce que bah, je suis pas de la dernière génération, hein. Donc, à l'époque, à C'est l'époque, c'était incroyable. encore comme ça, DUG, maîtrise, DEA, DESS, etc. Donc, moi, j'ai commencé par un DUG en espagnol que j'ai validé. Et après, bah, tu sais, petit à petit, j'ai commencé à vraiment m'éloigner de mon rêve. Après, j'ai commencé à vouloir enfin, de mon propre chef, je me suis conditionnée, en fait. Je me suis dit, bon, allez, t'es à l'étranger, enfin, à l'étranger. Bon, je suis française, mais si tu veux ne pas être dans la Caraïbe, être en France, dans mon ressenti, c'était être à l'étranger. Donc, je me suis dit, bon, tu es à l'étranger, tes parents financent tes études, c'est pas pour que tu fasses des trucs qui fonctionnent pas. Donc, je me suis surconditionnée et donc, je me suis dit, allez, il est temps d'aller vers le monde de l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, alors que j'avais toujours envie d'être psychologue, j'ai décidé d'aller faire une école de communication et marketing qui Super. est assez connue. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à essayer d'incarner des choses concrètes, quoi. Alors que moi, je suis une personne très philosophe, etc., très intellectuelle. J'ai commencé à me dire, bon, allez, il faut apprendre des choses concrètes, des choses qu'on peut utiliser dans des contextes concrets. Je me suis vraiment fait violence. Bon, c'est sans regret, mais si c'était à refaire, je ferais peut-être pas exactement de la même manière. Et donc, après, j'ai validé un master, donc en marketing communication. Et pour vraiment bien faire, rajouter une couche de conditionnement et puis avoir le niveau qui va bien. Bon, c'était un peu ma vision des choses hein, à l'époque, tu sais. Mhm. Et vraiment pouvoir essayer de décrocher la position qui me convient, etc. J'ai fait un autre master, cette fois niveau Bac+5 en management de la performance. Et j'ai commencé aussi à découvrir le coaching. Ah, ouf, voilà. J'ai commencé à trouver Sentiment une porte de partagé. sortie de cette histoire-là, en sachant que ce qui me plaisait profondément dans le marketing, quand même, c'était la psychologie finalement du consommateur. Mhm. Donc, au final, même inconsciemment, j'ai toujours trouvé des portes de sortie dans mon Ah parcours. oui, ah oui. Donc, mon parcours, c'est celui-là, avant, après, de faire des certifications complémentaires, des remises à niveau, etc. Mais mon parcours initial, c'est celui-là. Et entre deux, tu me diras, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, entre deux, je suis arrivée sur Vas-y le alors, marché de s'il te plaît. l'emploi au début des années 2000. C'était pas la meilleure période, hein. Donc, finalement, ben, j'ai commencé à me challenger parce que je n'ai quasiment rien fait de ce que j'ai étudié. Bienvenue dans la vraie vie. Je pense que beaucoup pourraient dire la même chose, Vanessa. Exactement, exactement. Donc, si tu veux, j'avais fini par me spécialiser en tout ce qui était conception, rédaction, d'où mon goût pour l'écriture qui fait vendre en l'occurrence. Mais je n'ai pas fait ça parce que c'était une niche et que c'était quand même assez compliqué à cette période proche de la période de la bulle Internet. Et puis même avant, il y a eu aussi les deux tours jumelles, etc. Bon, bref, c'était pas le moment pour rêver, quoi. C'est pas le moment pour avoir des exigences par rapport à des titres, des salaires, etc. Et donc, je me suis retrouvée à commencer ma vie professionnelle par des activités très commerciales. Puis, voulant une fois de plus me rapprocher des gens, de leurs vrais problèmes, être à l'écoute, etc., je me suis engouffrée dans la relation client. Mais je me suis lassée des à côté, tout ce qui est téléphone, etc. Et je suis retombée dans mon conditionnement, comment on va dire ça, dans ma volonté de bien passer, de prouver, etc. Et je suis allée de l'autre côté, euh, logistique, administration des ventes, jusqu'à vraiment faire une carrière dans les achats, la supply chain, etc. Donc, tu vois, une communicante qui devient spécialiste de la supply chain. Qui l'eût cru, pas moi en tout cas. Sauf que c'est C'est bien possible. parce que tu développes des outils, des savoir-faire, etc. Mais tu t'es quand même éloigné de qui tu es profondément. Mhm. Et donc, la période du Covid m'a aidée. Parce que ma vie salariée a quand même été semée d'embûches, de frustrations, d'espoir, de désillusions, etc. Et puis, si tu veux, finalement, la réalité se posait de plus en plus à moi parce que je faisais ce que j'avais à faire, mais je pense que je dégageais tout autre chose qui fait que j'étais
toujours employé à autre chose, mais pas officiellement. Tu vois? Donc, Bon. c'est-à-dire que je dégage quelque chose qui faisait que mes managers aimaient bien m'avoir comme bras droit, comme conseiller, etc. Mais je n'avais pas le titre ni le salaire qui allait avec. L'équipe aimait bien me voir comme une coordinatrice, mais aussi une coach, en fait, une sorte de coach agile, etc. Mhm. Du coup, moi, pour me sortir de tout ça, je me créais des fenêtres où j'allais méditer, etc. Parce que c'est bien, mais c'est pas bien. Je m'ennuyais beaucoup aussi, donc j'essayais de m'engouffrer dans des projets, etc. Le problème étant quand même que je me suis fatiguée professionnellement. Donc, Mhm. j'ai connu ben, l'incompréhension, j'ai connu le burn-out, on va sûrement parler après, C'est sûr. Ouais. euh, le manque profond de sens, l'ennui profond, le sentiment d'être coincé dans une case quand tu sais faire beaucoup de choses. Le besoin de s'exprimer là où on t'attend pas, parce que par exemple, proposer la rédaction d'articles quand tu es dans un service supply chain et que tu t'occupes de est-ce que les bateaux sont arrivés, est-ce que la matière première est acheminée, on se dit, mais c'est qui cette fille? Pourquoi elle fait ça? C'est Mhm. bien, mais c'est bizarre. Dans Tu le vois, contexte. donc voilà Ouais. un petit peu mon histoire. Et du coup, quand je dis que je suis pas vraiment devenue entrepreneur par choix, mais par nécessité, par épuisement profond, Mhm. c'est parce qu'il fallait déjà que je me repose, il fallait déjà que je recouvre qui je suis profondément. Il fallait aussi que je cesse d'avoir ce quotidien qui n'a pas de sens, où les choses s'enchaînent, etc. Et où en fait je sacrifie un peu mes enfants pour rien, en gros. Parce que ce que je fais n'a pas de sens et supposé contribuer à ramener la pitance, mais en attendant, il y a ces enfants qui sont les miens, qui grandissent, que je vois pas et Mhm. qui vraisemblablement m'apporte plus que tout, tu vois. Ouais. Donc, j'en ai profité pour me reposer, ne pas m'imposer trop de choses, voir grandir un peu mes enfants. J'ai vraiment beaucoup aimé la période du confinement par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert de l'absence de leurs collègues. Bon, j'aimais bien mes collègues, d'accord, mais j'aimais bien être avec moi-même et ma famille aussi. Voilà. Et donc, c'est dans ce cheminement-là que petit à petit, dans ces interactions avec mes collègues aussi d'ailleurs, dans le soutien que j'ai apporté en dehors de l'activité purement technique, que j'ai découvert que vraiment, ouais, j'ai vraiment l'âme d'une coach et en fait que j'ai fait remonter ce qu'on m'avait dit. Tu vois, parfois on te dit des choses, tu les entends pas. On Mhm. me les avait déjà dites, ces choses-là, pendant mon cursus même. On m'avait déjà dit, tu es une visionnaire, tu es une consultante, tu es une coach. Et puis moi, je pense que j'y croyais pas parce que je me suis dit, bon, allez, tu voulais être psy, ça y est, ça c'est fini, tu oublies. Maintenant, il s'agit de... J'avais un modèle de réussite qui était beaucoup fondé sur le matériel, hein. C'est un peu ce que j'ai reçu en héritage. Et donc, j'avais enfoui tout ça, mais la vérité nous rattrape. Voilà, donc j'ai parlé abondamment, mais je pense que tu auras bien compris mon parcours. Non, franchement, merci beaucoup d'avoir partagé ce beau parcours. Et quand tu le dis, l'entrepreneuriat, c'est imposé à toi. Je pense que j'ai toujours Mhm, entendu parler de cette phrase parce que mhm, c'est toujours là, ça vient, ça, même si tu penses à être entrepreneur depuis toute ton enfance, des fois, quand tu dis tu es occupé à faire autre chose, mais ça te rattrape au moment opportun, je pense. Parce que moi, je suis musulmane et je pense que toi aussi. Et oui. donc, voilà, nous croyons en ça, en fait. C'est-à-dire, au moment opportun, les choses arrivent. Et je parle souvent de la phrase ou de ce concept, suivez vos rêves. Et quand tu as, écouté la vidéo de LinkedIn Connect Africa, je pense, par Mhm, rapport à laquelle nous nous sommes rencontrés. oui. Et c'est tellement important parce que là, tu parles de ton envie d'être psychologue, mais tu te retrouves à faire autre chose. Et, mais tu Ça. développes des compétences au fur et à mesure que tu avances dans ta vie. Et, mais tu te rends compte qu'il y a le burn-out par là, le sacrifice que tu fais pour tes enfants. Tu vois, tu cherches l'équilibre Mhm, entre la vie sociale, la vie professionnelle et la vie en famille. Et franchement, c'est tellement bien de toujours suivre ses rêves. Parce que là, tu te sens libéré. En fait, tu n'es pas
tu n'as pas fait la psychologie, mais tu as fait la psychologie indirectement à travers tout ce que tu as fait dans ton Voilà, parcours. Et, euh, exactement. et ça nous ramène un peu au fait que des fois, c'est un mythe de penser que, bon, tu fais la comptabilité, tu vas travailler en tant que comptable. Exact. Tu étudies, par exemple, la science et tu dois forcément travailler dans un laboratoire ou être un médecin. Mais il y a tellement d'autres choses qui sont en toi, qui sont... Vas-y, tu veux dire quelque chose? Je te laisse, tu Non, lances. non, non, je t'écoute. Non, t'inquiète, t'inquiète. Bon, de toute façon, on est dans une conversation. Ah oui, non, Cette non, non, je chose, ne si veux je dois pas la rater livrer ça. au monde, je la livrerai. T'inquiète pas, c'est tellement passionnant ce qu'on fait là. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, c'est ça, au fait, le pragmatisme. Le Mhm. pragmatisme et le sentiment d'être libéré, au fait, de se motiver avec ce qu'on fait. Parce que là, Exactement. quand tu dis tu pars, tu suis en salaire et tout, mais au fond de toi, tu sais que tu veux faire autre chose. Mhm. C'est ça. Ça te coince. Tu Ça vois? te coince, c'est le mot, c'est le mot. Et puis même, tu sais, ça te coince, mais à un moment donné, ça commence à te taper Ah oui, c'est parce ça. que tu es en mission, mais tu ne veux pas, Tu veux pas lâcher en prise. fait, tu vois, parce que toi, tu appartiens à l'univers, en fait. Donc oui, tu peux décider de refuser, mais il faut payer le prix. Donc ça commence à te tarauder vraiment. À un moment donné, tu dis, bon, allez, soyons clairs. Je suis sans doute pas extraordinaire dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que c'est pas ma place. C'est Mhm. tout. Tu vois? Ouais, Et je suis souvent un peu à côté, je suis pas vraiment là où on m'attend, parce que ce n'est pas ma place, parce qu'il y a un endroit qui m'est réservé et d'ailleurs qui ne va pas se limiter au domaine limité de mes passions. C'est quelque chose à vivre, à recevoir, mais aussi à donner. mhm. Et ça, t'en as tellement besoin pour te déployer en vérité. Ouais, Parce que, en fait, si on croit, on parlait tout à l'heure de croyance, si ouais, on croit qu'on est fait pour quelque chose, c'est comme, par exemple, avoir une graine, ne pas la planter et se dire, bah, ça va germer. Mais ça ne va pas germer. Il faut le bon terreau, tu vois. Et ouais, c'est ça qu'on vit lorsqu'on n'est pas à la bonne place. C'est ouais. qu'on sent, on voit la plante, mais on ne plante pas la graine. Donc, Continue de rêver. fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Bon, c'est sûr. Donc, c'est ça. Donc, le rêve doit être associé à des actions pratiques. C'est ça, C'est c'est ça. ça. Ouais, Exactement. ouais. Exactement. Et puis ne pas les juger, comme tu disais, parce que si on est pragmatique et si on est convaincu, tu vois, si on a une certaine foi, euh, on croit que les choses ne sont pas seulement limitées à la logique. Parce que si tu veux s'inscrire dans un cursus et comme tu disais précédemment, s'attendre à faire tel ou tel métier, ça relève de la logique et c'est sans doute, c'est que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et ça représente même pas les 20%, les fameux 20-80, ça représente moins des 20%. Ce sont des expériences de vie, c'est la conviction forte que, enfin peut-être même, en tout cas dans mon cas, l'expérience de lâcher prise qui fait qu'à un moment donné, des circonstances totalement inattendues, une provision venant d'une source qu'on n'avait pas imaginée fait qu'on arrive là où on doit arriver. Ouais, Voilà. ouais. On n'a jamais rien fait pour rien, mais je pense que lorsqu'on est vraiment dans sa mission de vie, si on peut dire ça comme ça, c'est rarement linéaire. Voilà. C'est vrai. Ouais. C'est rarement linéaire. Ah oui, non, je partage ton point de vue, Vanessa. Maintenant, parlons un peu de santé mentale, s'il te plaît. Mhm, La santé mentale occupe une place spéciale dans tout ce que je fais, notamment chez mhm, Denabari Consulting. Disons seulement d'accord. que mes leçons de vie à date m'ont permis de reconnaître et d'apprécier l'importance de la santé mentale. Mhm. Donc, j'aimerais donc savoir pourquoi tu as incorporé l'importance de la santé mentale en créant Bionic, parce que j'ai regardé le profil un peu et je veux savoir quel est le lien entre D'accord. Bionic et ça, la santé. D'accord. OK. Alors, moi, je dirais que, avec le recul, je me rends compte que de tout temps, la santé mentale a été une de mes préoccupations.
et pas qu'intellectuelle, parce que il me semble avoir très longtemps vécu dans une ambivalence, avec une vraie pétillance, une vraie joie de vivre, mais en même temps comme une sorte de terrain dépressif, tu vois. Mhm. Et je pense assez tôt, parce que je me suis rarement sentie vraiment à ma place. Je me suis toujours sentie assez différente. J'ai toujours senti que je fonctionnais pas de la même façon, que parfois j'avais une hauteur de vue que n'ont pas les enfants, une réflexion, un niveau de réflexion qui faisait que j'étais assez rapidement taxée de rabat-joie, une sorte d'aversion pour certaines choses, hélas un peu moralisatrice, ce que effectivement ni les enfants ni les adolescents n'aiment, Mhm. mais comme une espèce de compréhension assez naturelle du vivant, tu vois, au-delà de la morale. Et donc la volonté de me préserver de certaines choses, etc. Mais du coup, ça m'a toujours coûté cher, parce que, bah, du coup, j'ai longtemps ressenti des difficultés relationnelles et d'intégration. Voilà, première chose. OK. D'autre part, bah, comme je l'ai dit précédemment, bah, un petit peu comme toi, d'une certaine manière, j'ai grandi dans un environnement afro-descendant, Mhm. et j'ai compris très tôt qu'il y avait une espèce d'accord tacite sur le fait que la santé mentale, c'est pas un sujet. C'est-à-dire, ça va pas, mais ça va. Tu Je comprends. vois? Ouais. Moi, j'ai toujours vu ça, et j'étais la plus jeune d'une fratrie, et du coup, parfois, ne pouvant pas vraiment m'intégrer, parce que la problématique que j'avais à l'extérieur, je l'avais aussi dans ma fratrie, parce que Mhm. je suis arrivée, on va dire, bien après mes frères et sœurs. Mhm. Enfin, c'est pas tant que ça, mais disons que eux, ils avaient un âge rapproché, et moi, j'avais 5 et 6 ans de moins qu'eux. Donc, j'étais vraiment un peu celle qui casse les pieds, qui est bien mignonne, mais bon, qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt que nous, et du coup qui fait qu'on nous donne des responsabilités, etc. Donc bref, j'avais la cote, mais j'ai pas la cote, quoi. L'ambivalence dans ma Je vie, tu sais, comprends. tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça fait que peut-être aussi parce que c'est ma nature, je regardais et je voyais des choses, je me disais, mais là, ça dysfonctionne en fait, hein. Mhm. Même petite, hein, je regardais, j'aimais. Je suis pas supposée savoir comment ça marche, mais je sens que là, ça ne marche pas, tu vois? Et donc, du coup, j'ai grandi comme ça en me disant, ça ne va pas, les gens ne vont pas bien, les gens font semblant d'aller bien, tu Ouais. vois? Et moi, bah forcément, l'environnement impactant, et puis aussi quand tu as cette capacité à absorber, tu as une espèce de niveau d'empathie élevé, tu absorbes les émotions des autres, bah tu finis par ne pas savoir gérer ça toi non plus, et tu finis par toi aussi te sentir mal. Donc j'ai traîné ça, sauf que moi, je n'ai jamais fait de concessions par rapport au fait d'aller mal ou pas. Donc, si tu veux, je sais que c'est assez tabou parce que tu passes pour la personne qui se plaint tout le temps, mais moi, j'étais assez OK avec le fait que bah, si ça va pas, quoi. Si ça va pas, on va pas dire que ça va, tu vois. Mhm. Donc, c'est Mhm. vrai que parmi, dans l'entourage que j'avais de mes amis et tout, j'étais celle qui avait toujours un petit fond triste. Et puis, celle qui... Bon, c'est vrai qu'il y a des projets que je n'avouais pas, mais par exemple, quand j'ai quitté la Guadeloupe pour venir en France, moi, j'avais une idée en tête, c'est vraiment aller chez le psychologue et tout ça, parce que dans ma compréhension des choses, alors que c'était pas du tout le discours qui était tenu dans mon environnement familial, dans ma compréhension des choses, bon, qui était sûrement un peu, on va dire, caricatural, un peu romancé, un peu idéalisé, il fallait absolument que j'aille chez le psychologue parce que c'était comment dire, un impératif pour après construire ma vie. À 40 ans, je sais pas pourquoi j'avais fixé ce seuil-là, enfin, Ah, à 40 ans, que je puisse vraiment être bien installée dans ma vie avec mes enfants, etc. Bon, est-ce que j'ai fait ça? En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Donc, effectivement, moi, j'ai jamais fait de concession par rapport au fait d'aller bien ou pas. Enfin, en tout cas, j'ai longtemps vu que si on continue à faire semblant d'aller bien et qu'on ne fait rien, ça n'ira pas bien tout seul. Voilà, ça, pour moi, il n'y avait pas du tout d'ambiguïté là-dessus. Et donc, du coup, j'ai passé quelques années à aller chez le psychologue, etc. Ça m'a pas beaucoup aidé, mais mhm. j'étais assez convaincue qu'il fallait le faire. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est plutôt, alors, la croyance aidante.
que aller bien, c'est un droit, que c'est même un devoir, que si ça prend du temps, ben ça prend du temps, mais en tout cas, ne jamais essayer de se faire croire qu'on va bien si on ne va pas bien. J'ai pas trouvé les bons moyens tout de suite, mais j'ai fait ça, j'allais chez le psychomotricien, il y a la foi. Bon, voilà, Mhm. j'ai Mhm. fait tout un chemin qui a été très long. Et puis, il a fallu aussi que je change ma compréhension profonde de la vie. Parce qu'il y a des deuils à faire quand même pour aller bien. Si par exemple, on a la croyance que la vie peut être parfaite, sans lutte, sans difficulté, sans épreuve, on n'ira jamais bien. Voilà. Donc, il faut commencer par changer ce que l'on croit sur la vie et clarifier ce qu'on en attend et ce qu'on peut y apporter pour aller bien. Parce que j'ai la conviction aussi qu'on reçoit ce qu'on donne d'une certaine manière. Mais on reçoit plus parce que tout est multiplié, tout est démultiplié. Mais il faut toujours décider d'aller bien et il faut toujours la planter, cette fameuse graine. Il faut aussi s'autoriser à aller bien. Donc, vraiment, ça, c'est ça mon expérience. Un petit fond dépressif, etc. Mais l'envie de vivre et la conviction qu'il ne faut pas se mentir. Voilà ce que je peux te dire. Merci beaucoup, hein, merci. J'ai vraiment appris de ce partage. Merci. Justement parce que d'habitude, tu vois, il y a l'environnement qui se crée et quand tu dis la santé mentale reste un sujet tabou dans nos sociétés. Mhm. Et Vraiment. donc, en général, la logique dit que si tu grandis dans cet environnement, toi aussi, tu continues comme ça. Tu ne parles pas de la santé mentale. Mais par Ouais. contre, pour toi, c'était le contraire. Peut-être que tu as pu observer les conséquences négatives associées à Oui, ne pas dire que je ne vais pas bien quand je vais bien, qui c'est t'ont ça. poussé à sortir de ce cercle vicieux, je dirais. Et Oui, tu viens de dire, c'est important de, d'être réaliste c'est ça. par rapport à la vie, parce que C'est ça. l'utopie n'aide pas toujours. Non. Donc, C'est une éducation, hein. C'est toute une éducation. En fait, j'apparente, quand tu parles d'utopie, pour mhm, moi, il faut s'éduquer au rêve. mhm. Finalement, pour rêver, il faut se réveiller, Intéressant. tu Ouais. vois? Et j'associe ça aussi avec la sensibilité. Pour Mhm, faire quelque chose de la sensibilité, mhm, il faut emprunter une démarche qui va nous aider à sortir de l'émotion subie, de mhm. la sensiblerie, pour Ouais. transformer la sensibilité en quelque chose de créatif qui réjouit l'âme et qui solutionne des problèmes. Et ça, c'est une éducation, en fait. Ouais. Voilà. Et vraiment, comme le mot éducation signifie, hein, étymologiquement, c'est vraiment se construire d'un état d'enfance, entre guillemets, hein, en tout cas d'une forme d'immaturité pour Mhm. faire quelque chose, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que ça, c'est un éveil dont on a besoin parce que c'est une responsabilité que l'on a. Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis avec ce que je vais dire, mais tu sais, souvent, on entend parler d'hypersensibilité, etc. Ce sont des termes assez récents Mhm, que je ne critique pas parce que j'ai très longtemps subi l'hypersensibilité. mhm. Aujourd'hui, j'ai la joie de dire que bah, moi, je préfère me qualifier de sensible tout court. Tu vois? Ouais. Parce que en soi, pour moi, hyper ceci, hypo cela, il n'y a pas de réjouissance. Et d'ailleurs, je préfère le terme anglais de gifted pour, par Yeah. exemple, tout ce qui concerne les suréfficients, par exemple. Tu Mhm, vois? mhm, Parce que, bon, je l'ai dit à demi-mot, quand je prends mon passé, quand je prends mon expérience d'enfant et d'adolescent, quand tu te comprends pas et quand effectivement tu es qualifié par les autres de hyper ceci ou trop, au fond, ça revient à dire trop ceci, trop cela. Tu ne te comprends pas, tu ne sais pas à quoi ça sert, tu ne sais pas ce que tu peux en faire. Je suis désolée de dire que c'est un handicap, Donc, tu essaies de tu vois? positiver tout. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'essaie de positiver, mais surtout de recalibrer, comment on va dire, en fait, il s'agit pas d'amoindrir quoi que ce soit, mais il s'agit de rendre les choses à propos. Parce que l'enjeu, c'est pas seulement une mesure. Tu vois, c'est pas dire oui, je suis hyper ceci, je suis hyper cela, ça se mesure.
voilà le résultat au-dessus de temps. C'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que tu en fais, quoi. Mhm. Comment ça fait de toi une personne alignée et qu'est-ce que tu apportes au monde, tu vois? Ouais. Parce que au fond, quelle que soit la mesure qu'on t'a attribuée, quel que soit le handicap qu'on t'a collé, si tu te connais, si tu te comprends, si tu as une vision, si tu sais en quoi tu es réellement gifted, tu vois, ce Mhm. que tu as à offrir, eh bien, tu es dans ta zone de génie. Ouais. Et quand tu es dans ta zone de génie, qu'as-tu à faire d'une mesure? Puisque là, tu es illimité au final, tu Super vois. question. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça qui compte, quoi. C'est pas, parce que d'ailleurs, cette histoire de mesure, pour la parenthèse, au départ, c'était une dimension médicale. On a fait ça par rapport à des enfants qui étaient soi-disant en retard. Mhm. Et aujourd'hui, on essaye d'inverser la tendance en se faisant valoir avec une mesure. Mais cette mesure n'apporte pas le bien-être en soi. Justement, surtout qu'elle est subjective. Elle est Oui, subjective, cette mesure. oui, en plus, Ouais. en plus. Ouais. Et donc, quand tu dis quand tu es Bon, je dans... suis bavarde, hein, mais bon, quand la conversation est bonne, quand on aime, on ne compte pas. Justement, donc quand tu es vraiment dans ta zone de génie, comme tu dis, dans cette zone, euh, plus rien ne compte. Ouais, Quand je dis plus rien ne compte, tous ces mots négatifs que tu entends, les personnes qui te disent de ne pas avancer dans la direction dans laquelle tu veux avancer, ça ne compte plus oui, parce que toi, tu as oui, fait cette analyse et tu sais où est-ce que tu veux aller et avec quoi tu pars. Et c'est ça. tu fais aussi cette analyse en te rappelant aussi de tes lacunes et, comme tu dis, éduquer le rêve. Et donc, l'éducation de ce rêve revient encore à ce qu'on vient de dire, c'est ce pragmatisme. Et donc, C'est c'est le ça, thème, je pense, qui ressort à chaque exactement, fois dans cette discussion. Je peux te exactement. ramener encore, s'il te plaît, Vanessa, à la question Mhm, de la santé mentale dans nos sociétés. À ton avis, mhm. pourquoi est-ce que la santé mentale reste encore tabou chez nous? Quand je dis Moi, chez je crois que oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est plutôt chez nous, nous. Mhm. mais sans doute qu'elle reste tabou en général. Parce que je crois que nous sommes dans un monde sans concession, sans compromis, qui mise tout sur la performance, en fait, tu vois, qui mise tout sur les choses extérieures, les choses mesurables, les choses visibles, et qui n'apprécie pas tellement la qualité. Même la qualité est récupérée dans une démarche quantitative. Je ne sais pas si tu l'auras Exactement. observé, tu vois. Donc, parce que souvent, on aime bien parler de qualité dans une démarche d'amélioration continue. Bon, ben oui, hein, tout le monde veut être agile, tout le monde veut s'améliorer, mais au fond, tu sens qu'il y a un background de mesurabilité tout le temps. Et du coup, pour moi, la santé mentale viendrait dire, et c'est pour ça que c'est tabou, elle viendrait déjà dire que, bah, déjà, bah, tu es un peu même, enfin, mettons que tu sois pas affecté par cela, mais que tu t'y intéresses, tu es un peu perçu comme une personne qui aime bien les élucubrations, tu vois, qui aime bien parler de choses philosophiques, pas tangibles, etc. Et c'est dommage parce que c'est se priver d'une bonne partie de son être, déjà, tu Ouais. vois. Ouais. C'est tout miser sur le mental, enfin, le mental dans le sens plutôt intellectuel, purement, et dans cette approche très productive, tu vois, toujours de mesurabilité, etc., mais en laissant de côté le bien-être, tu vois. Et Mhm. donc, moi, je pense que la santé mentale est tabou parce qu'elle viendrait dire quelque chose de l'ordre de la faiblesse chez la personne, tu vois. C'est, ah, mais tu n'es pas productif. Ah, mais tu es quelqu'un qui coûte à la société. Ah, mais en fait, toi, avec tes faiblesses ou avec tes comportements incontrôlés qu'on ne comprend pas, tu viens faire honte à ta famille. Tu vois, tu n'es pas conventionnel. Tu n'es pas là où on t'attend. Même quand tu as du potentiel, tu ne sais pas l'utiliser parce que tu n'as pas un titre ronflant, etc. Et donc, en fait, la santé mentale, c'est comme, pour beaucoup de gens, ce n'est pas une préoccupation, ce n'est pas une projection, c'est comme, à tort, le synonyme de la maladie mentale. Ouais. Donc là, ça y est, quand tu es malade, là, vraiment, on veut te cacher, Mhm. vraiment. Ouais. Et malheureusement, pourquoi je pense la maladie mentale est de plus en plus prégnante? Ben, c'est précisément parce qu'on t'impose de cacher, tu n'as pas le droit de dire que ça ne va pas.
Du coup, tu es moins susceptible d'entrer dans les filières qui vont t'aider à résoudre ce problème, tu vas à te soigner réellement, ou quand simplement tu as des vagues à l'âme, je dirais, à trouver un équilibre, à trouver des moyens de te régénérer, tu vois. Et Ouais. ça, c'est un vrai problème parce que je trouve que finalement, le fait d'en faire un tabou, ça fait que je trouve que souvent, lorsqu'on on en parle mal parce qu'on en fait quelque chose qui est à la mode, quelque chose un peu hype, tu vois, un peu développement personnel, alors que c'est une réelle dimension de l'être. Ouais. On ne peut pas parler de santé si on ne parle pas d'un point de vue holistique. Voilà. Et c'est vraiment dommage que ce soit tabou parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit tabou. C'est une partie prenante. C'est vraiment un élément, une dimension à part entière de l'être humain. Donc, je crois que quelqu'un qui ne se soucie pas de sa santé mentale ne peut pas être une personne en santé, même si il apparaîtra que physiquement, dans le corps physique, cette personne va bien. Et quelque part, c'est un peu, je vais peut-être un peu m'avancer et conjecturer, mais moi, je me dis qu'il faut pas s'étonner que parfois, par exemple, on voit une personne dont on dit, ah, mais elle allait bien, comment ça se fait qu'elle soit décédée, etc. Mais elle allait bien extérieurement, quoi. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui s'y passait? Nul Ouais. ne sait, à part cette personne, tu Ouais. vois. Et c'est triste. C'est triste justement parce que tu viens de décrypter le sujet tellement bien de manière impeccable. Merci beaucoup, Vanessa. Justement, c'est triste parce que ça devient lourd, comme tu dis. Tu n'as pas Mhm, cet environnement psychologique sûr dans lequel tu peux partager ce que tu ressens et mhm, ce qui fait que tu n'as pas le support dont tu as besoin. ça. Et ça devient lourd, comme tu dis, tu dois le cacher. Et tu as parlé de quelques mots ici, la faiblesse. Euh, Mhm, donc, il y a la faiblesse, la différence et l'honneur. Et ce mot honneur, comme tu dis, ce mot, tu es différent de la famille. C'est pas comme ça que tout le monde se comporte. Tu es non conventionnel, comme tu c'est viens de ça. le dire, justement. Et donc, ce qui fait que tu es obligé de te cacher. Et quand tu te caches, Oui. quand tu prétends être une personne que tu n'es pas, et quand tu prétends être en bonne santé, alors que c'est comme quand tu as mal aux pieds, tu prétends que tu Mhm. vas bien, mais tu vas Oui. boiter, tu vas boiter. Exactement, exactement. Et je dirais que ben, tout le monde fera bien en sorte de faire comme si on voit pas que tu boites, Ouais, parce justement, que ça n'arrange pas. ça n'arrange pas. Ouais. Tout le monde devient aveugle. Ouais, C'est c'est ça ça. exactement. C'est vrai que même dans ma culture, je suis Peul de Guinée. Euh, D'accord, d'accord. Je sais que mon poulard peut-être n'est pas aussi approfondi que que je ne l'aimerais. Euh, mais par exemple, le mot dépression, je ne pense pas qu'il existe. ah oui, carrément, tu vois, le concept n'existe pas. Non, je pense Ah, on même a un équivalent? des équivalents comme, par exemple, une personne qui a des facultés un peu réduites. On a ça, on dit ça, bon, Mhm. hakile muntima, on dit ça. Euh, D'accord, ou, mais l'autre équivalent, c'est fetudo ou willido, ce qui veut dire fou, tu vois. Donc, c'est déjà de l'autre côté, d'accord, tu vois, c'est déjà... peut-être qu'on d'accord. va me rectifier, les personnes qui parlent mieux pour l'art que moi. En Vous tout allez cas, nous pardonner aussi en même temps? c'est pardonné. Mais depuis mon enfance, j'ai pas entendu ce terme dépression. Pour là, je pense pas qu'il existe. Et récemment, j'étais à une conférence à King's College à Londres ici, et on parlait de ça. Il y a une Mhm, personne aussi qui vient du Nigeria qui a mhm. évoqué le même thème, la même chose. Elle a dit qu'elle ne pense pas que le terme dépression existe non plus dans sa culture. D'accord. Donc, je sais pas. Comme tu dis, peut-être qu'il y a des équivalents et tout, ou Mais moi, peut-être. j'ai quand même une hypothèse, hein, Zinab. Hmm. J'ai une hypothèse. Bah, tu vois, j'aime beaucoup les langues, hein. Je prétends pas en maîtriser un million, mais j'ai une conviction par rapport aux langues. J'ai la conviction que les langues, c'est l'expression des concepts, en fait, et des arts de vivre. Mhm. Et donc, je pense que peut-être que le mot dépression n'existe pas parce qu'elle n'est pas supposée exister si on a un art de vivre ensemble. Justement. Mais vos sociétés n'ont pas forcément maintenu cet art de vivre, donc la dépression s'est installée. C'est mon hypothèse. Et c'est exactement ce que je voulais dire pour qu'on continue, c'est ça. Moi aussi. Ah, tu vois, on est connectés. Tu vois. C'est pourquoi j'ai lié ça au fait que ce soit tabou dans nos sociétés. Justement, c'est Mhm. peut-être que la société a changé. Ouais,
peut-être qu'une mère, avant, quand tu donnais naissance à un enfant, tu as tout ce support, tu as tout ce C'est village qui ça, t'aide à c'est élever ça, cet enfant. Et maintenant, les gens, peut-être d'une manière ou d'une autre, essayent d'adopter un autre mode de vie, peut-être, ou je c'est sais ça. pas, il y a le capitalisme qui devient Ouais, encore plus. Donc, ouais, les ouais. choses ont changé. Mhm. Euh, donc peut-être. Et aussi, moi, je pense aussi que la société évolue et plus elle évolue aussi, plus le langage, parce que le langage, je pense qu'il est dynamique, parce que toi, tu as fait langue Oui, et donc oui, tu adoptes les expressions au fur et à mesure que la vie exact. continue. Ouais. Exact, exact. Mais enfin, moi, je connais pas, par contre, l'étymologie du mot dépression. Mhm. J'aurais tendance à dire que c'est D, c'est pour supprimer. Mais Mhm. alors, quelle est cette pression qui était positive à la base? Tu vois? Je n'ai pas cherché, en fait, tu vois. Oui. Euh, Ouais. Parce que d'une culture à l'autre, on ne pense pas de la même manière. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que le concept à la base ne pouvait pas exister dans une société respectueuse du vivant. Tu vois, d'où vient ce mot? Moi, je Ouais. ne sais pas. C'est vrai. Ah, mais Tu vois, ah oui, c'est un point tellement intéressant. Ah oui, c'est ça me pousse c'est à ça me creuser. à faire des recherches. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est bon. ouais, donc, je pense qu'en tant que femme, notre rôle dans la société est éparpillé dans beaucoup de domaines. Mhm. On pourrait même dire dans tous les domaines, peut-être. Nous sommes maman, Ouais, épouse, sœur, tante, ouais. employée, entrepreneur, activiste, Mhm. conseillère. La liste est tellement longue. Mhm. Euh, Oui. mais en essayant de jongler toutes ces responsabilités, certaines femmes ont une expérience plus ou moins positive, tandis que Mhm. d'autres souffrent de beaucoup de maux tels que les violences domestiques, Mhm. professionnelles aussi d'ailleurs, il faut le Oui, noter, oui. Oui. le manque de support moral, psychologique, physique, Mhm. financier et même étatique, je dirais, dans la mesure Oui. où quelquefois l'État ne met pas toujours à leur disposition des infrastructures ou des stratégies ou lois qui favoriseraient l'épanouissement des femmes, tu vois. Euh, Mhm. aussi, on peut aussi ajouter à cette liste la stigmatisation, la discrimination et tant d'autres éléments. Et, Mhm. le divorce aussi est une réalité non négligeable que je ne C'est qualifie vrai. pas forcément de négative parce que ce Mhm. n'est pas toujours le cas et je pense que on doit analyser ça au cas par cas. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Tu vois, donc à cette liste que je trouve déjà longue, comme je viens de te dire, nous, Mhm. nous pouvons aussi ajouter les fausses couches, l'infertilité, l'effet des hormones pendant les périodes sensibles, tu vois, des femmes, Oui. la dépression nerveuse et les conséquences qu'elle engendre, ainsi de Mhm. suite. Alors, selon toi, Vanessa, à la lumière de ce qui précède, ce que je viens de dire, Mhm. quelle est la place qu'occupe la santé mentale dans nos vies en tant que femmes? La place qu'on lui donne, la place qu'on réussit à lui donner. Ah oui. Parce qu'effectivement, si on a cette lecture de la vie où les activités se chevauchent, se bousculent et où on n'aurait même pas le temps de se rencontrer, effectivement, je pense que, tu vois, un petit peu comme nous le montre la pyramide de Maslow, ça semblerait très accessoire en fait, tu vois. Mhm. On Ouais, aurait tendance à penser alors que ça devrait être quasiment à la base, quoi. ouais, ouais. Je dirais aux alentours de la satisfaction des besoins physiologiques. On Mhm. aurait tendance à penser, lorsqu'on est dans cette situation, que c'est plutôt en haut et que c'est du luxe, tu vois, que Mhm. ça relèverait plus de l'accomplissement, que ce serait peut-être une coquetterie d'occidentaux. Or, non, c'est vraiment une dimension de l'être, je pense, tu vois. C'est une dimension de l'être. Et en fait, peut-être que je n'avais pas bien répondu à la question que tu m'avais posée précédemment concernant pourquoi dans Bionic, mais c'est justement pour permettre cet espace-là, parce que finalement, avec Bionic, je mets au service des femmes ma propre histoire. C'est parce que parfois, tu n'arrives pas enfin, tu n'as pas pu par le recul te ménager cet espace-là, donc, c'est à genoux, quand tu as complètement perdu la clarté, que tu sais plus qui t'appelle, comment tu t'appelles, Mhm. euh, à quoi sert ta vie, euh, que finalement tu ressens le besoin. Alors, tu n'es pas toujours aidé. Moi, j'ai cheminé en passant par le lâcher prise,
en arrêtant de me sursolliciter intellectuellement. Et donc, je fais, moi, ce chemin-là aujourd'hui avec les femmes en les tenant par la main pour les amener de l'intérieur vers l'extérieur et comment dire, on évolue, comment dire, de niveau en niveau, un peu comme on pourrait évoluer, comment dire, si on s'appuie par exemple, si c'est quelque chose que tu acceptes comme étant un outil, si on regarde le positionnement des chakras, si on part du principe que ça n'a pas d'implication purement religieuse, mais que c'est un outil de santé parce que c'est effectivement le développement spirituel d'une Mhm. personne. Enfin, en tout cas, c'est une lecture possible, quoi. Ben, tu Ouais. remarqueras que tu passes du socle, en fait, hein, de la dimension purement sécuritaire, tu vois, dans la partie, je crois que c'est pas le sacré le plus bas, je me rappelle plus, jusqu'à la couronne, tu vois. Ben, finalement, toutes les pyramides se valent, en gros, hein, quand tu regardes bien. Dans le sens où, bon, je vais pas rentrer dans des choses trop profondes, mais sûrement qu'on s'est comprise. Ouais. Alors, parfois, les pyramides sont utilisées à des fins pas très honnêtes, mais si on met la pyramide au service de l'ascension de l'homme, au fond, effectivement, tu passes de la sécurité au déploiement spirituel et, comment on va dire ça, et à une compréhension de plus en plus fine. Mhm. Mais cette compréhension de plus en plus fine, je pense que là où Maslow s'est trompé, c'est que tu n'as pas toujours, enfin, ça dépend du degré spirituel de la personne, mais parfois tu es dans l'indigence. C'est parce que tu es dans l'indigence que tu t'élèves, hein, donc c'est pas du tout une condition sine qua non. Ma foi, pour la plupart des gens, c'est comme ça. En tout cas, là où je veux en venir, c'est que ces femmes-là, elles se rassérénent, elles recouvrent comment on va dire ça, elle retrouve cet espace-là, un espace qui conforte. Elle se reconnecte à elle-même, elle redécouvre qui elles sont en laissant remonter les choses à la surface. Et cette expérience est tellement réconfortante et produit un shift tellement profond qu'elles veulent en parler. Et c'est là où vient ma casquette communication, parce qu'elles veulent témoigner. Et après, alors au passage, il peut être nécessaire pour certaines qui ont besoin de trouver un équilibre vie privée, vie professionnelle, d'utiliser des outils de productivité au service du bien-être. Je le dis bien, parce que souvent on croit qu'il faut mettre son bien-être entre parenthèses pour être productif. Et moi, mon propos, mon pari en tout cas, c'est une productivité reposant sur une organisation au service de la vie et donc du bien-être. Voilà. Mais c'est Mhm. vrai que les grandes briques que je propose, c'est une brique introspective, puis une brique de communication. Tu veux témoigner, un peu comme je dirais le chakra enfin, de la gorge, là, tu vois, parce que tu te libères, en fait, ça monte. Tu vois, tu passes du sacré au solaire, tu te découvres comme étant une personne qui peut s'ouvrir à l'autre. Mhm. Ensuite, la gorge se libère, tu veux témoigner, tu as recouvré ton énergie, etc. Et Mhm. après, petit à petit, quand tu sais vraiment qui tu es dans ta zone de génie, ce qui brille le plus, en fait, ce qui est le plus évident pour tout le monde, ben là, tu peux mieux fonctionner dans ton système. Et Mhm. là, effectivement, je peux accompagner aussi sur une brique parfois managériale, mais plus systémique. Voilà, donc c'est un peu le parallèle que je voulais faire. Et donc, pour revenir à pourquoi j'ai intégré ça dans Bionic, ben c'est parce que, en fait, je pense qu'on a trop souvent la croyance limitante et erronée au passage que pour réussir, il faut s'oublier. Un peu comme moi j'ai fait, tu vois. On met de côté ce qui nous fait vibrer, on met de côté cette vérité qui nous appelle, en fait, et on va vers ce qui semble correct. Mhm. Mais c'est comme s'enterrer, en fait, hein, parce qu'on ne propose pas au monde ce qu'il y a de plus vibrant en nous, ce qu'il y a de plus solaire en nous. Et même, on se complique la vie aussi parce que parfois, on est énormément dans l'effort et on délaisse une zone où finalement tout est beaucoup plus fluide. Voilà. Et donc moi, je veux ramener les femmes là-dedans parce que finalement, quand tu es dans cette démarche-là, tu es en train d'œuvrer pour ta santé mentale. Clairement. Tu es dans quelque chose de tellement plus connecté à toi-même et finalement de tellement plus utile et à toi et au monde que tu préserves ta santé mentale d'une certaine manière. Voilà. Et tu es respectueuse de ça parce que bah, c'est fluctuant, c'est pas non plus un état de béatitude et de stabilité, c'est un chemin d'équilibre en fait sur lequel tu avances en n'ignorant pas, en ne dédaignant pas qui tu es et en n'étant pas de côté ta nature sensible et donc en t'emparant
d'outils qui vont te permettre de continuer le chemin avec le plus de paix possible. Parce que voilà, pour conclure, on oublie souvent, quand on parle chakra en tout cas, on oublie souvent le chakra qui concerne la paix parce qu'on préfère ceux du dessous qui sont très connectés à la richesse. Parfois, on parle aussi beaucoup de celui de la gorge parce qu'on parle de la communication, mais on oublie de passer par le cœur. Et vraiment, pour moi, en fait, c'est ça qui stabilise pour moi. C'est, Mhm. pour moi, en dessous de ce fameux niveau de paix qui nous est si familier à toi comme à moi, il ne Ouais. peut rien se passer de viable, en fait. Et au-dessus, c'est du bonus. Mhm. Au-dessus, c'est des degrés spirituels comment dire, en plus, quoi. C'est une élévation. Mais le problème, et c'est ça qui est triste et pourquoi je milite, j'œuvre, c'est qu'il faut arriver au niveau de la paix. Il faut arriver au niveau du cœur parce que toi comme moi, hein, nous croyons qu'on ne comprend bien qu'avec le cœur. Voilà. Et lorsque la santé mentale est défaillante, c'est difficile. Ouais, c'est On ne difficile, peut pas prétendre comprendre avec le cœur quand la santé mentale est défaillante. c'est clair. Merci beaucoup, Voilà. Vanessa. Avec Non, un immense plaisir. merci. Moi aussi, non, pour moi aussi, c'est tellement important que le cœur et l'esprit, au fait, qu'il y ait une relation entre tous ces éléments, C'est tu ça. vois. Et C'est comme tu ça. dis, pour moi, ça part du cœur. Ça part du cœur. C'est ça. Euh, donc, franchement, tu parlais du lien entre bionique et la santé mentale Mhm. et pourquoi tu l'as créé. Tu parles de ton expérience professionnelle. Donc, moi aussi, Zena Paris Consulting, c'est ça, c'est surtout ça. Je parle de mon Ah, vécu. Euh, d'accord. c'est une façon d'essayer de redonner à cette société, mais de manière, si tu veux, je le fais de manière spécifique. Mhm. J'essaye de parler de l'espoir, Wow. d'authenticité. Et comme tu dis, ce sont des thèmes qui sont très, 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 très spécifiques, mais qui sont importants de manière différente à chaque personne. C'est ça. Ils sont spécifiques, mais franchement, quand on Ouais, regarde les choses en face, c'est ce qu'il faut en fait. ouais, C'est plutôt une matière première, hein, ouais, mais voilà, qui n'est pas la mieux partagée. C'est ce qui fait souvent défaut, je dirais. Et c'est ce qui fait, je pense que l'espoir, c'est le début de la vibration. C'est ce qui fait que tu redeviens vibrant si tu mhm, vas pas bien. mhm, C'est vraiment le tout début, l'espoir. ouais, ouais, C'est la main tendue, quoi, en fait. ouais, Tu vois? La chance que tu te donnes ou qu'on te donne. ouais. Et c'est ce qu'il ne faut pas perdre quand tu C'est es ça. dans cette situation, quand tu es dépressif. En fait, il ne faut pas lâcher prise parce qu'au fait, après, malheureusement, il y a des personnes qui perdent l'espoir et les conséquences sont Ouais, très, très tristes, quelquefois. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il Et y a des gens justement, qui survivent sans parler de ceux qui vraiment lâchent l'affaire. ouais, ouais, Et- ouais. Et tu parles d'être dans un monde sans concession. Ouais. Non, le monde est impitoyable, hein, on peut le dire, je Il crois, non? est. On peut le dire, c'est pas tabou. J'en parle dans ce livre. Ah, écoute, je le lirai avec plaisir. Je sais pas si le background laisse sortir un peu et tout, mais bon, c'est Zena Barry, Lessons from Depression, mais je pense qu'il faut lever le background pour montrer, c'est pas grave. Mais j'attends Mhm, en retour, après lecture du livre. mhm, d'accord. Non, je parle de ça, c'est un monde sans concession et tout est rapide, tout Tout est est rapide, tout rapide. est rapide. Il C'est y a cette ça, c'est technologie qui ça. change toujours et maintenant il y a l'intelligence artificielle qu'on nous ramène là, alors que nous devons d'abord nous focaliser sur cette On n'a pas fini intelligence d'être intelligents nous-mêmes, intellectuelle, psychologique. hein? Si nous-mêmes, on est allé au bout de notre intelligence déjà. Réglons les problèmes là d'abord avant de... Voilà, Je exactement. crois que Mais c'est bon. vrai que l'intelligence artificielle, si elle est utilisée dans des domaines très spécifiques et d'une manière objective, peut-être que ça aide. Mhm. Ça aide. Oui, oui. Il y a des atouts qui sont non négligeables, mais Bons usages. ouais, ouais, c'est Il faut que ce soit, l'important. moi j'estime qu'il faut que ce soit supervisé et piloté par l'intelligence humaine. Tu vois, Ouais, sinon après,
C'est la Ouais. débandade. Ah oui, l'intelligence émotionnelle, elle est primordiale. Exactement, exactement, Il ne faut vraiment, pas aller sans ça. exactement. Alors, je pense qu'on tire vers la fin D'accord. de cette émission. Mais Mhm, à ton avis, est-ce qu'il y a une distinction ou un écart entre le bien-être des hommes et celui des femmes? Je pense peut-être que je vais être un peu plus spécifique. Est-ce que la mhm. santé mentale affecte différemment les deux groupes, à ton avis? C'est une question intéressante. Hmm. Euh, je pense que oui. Je pense que oui. En fait, je pense qu'elle ne s'exprime pas, enfin, pas vraiment différemment, parce que peut-être que les hommes auront moins tendance à s'épancher, Mhm. mais je pense que de plus en plus, la santé mentale devient un sujet pour les hommes, parce que je pense que les hommes, à notre époque, vivent une vraie pression. Voilà. Parce que pour qui a une vision assez genrée du monde, j'en Mhm. suis, j'assume. Mhm. Hein, pour moi, les hommes, ça existe, les femmes, ça existe, ça a des spécificités. Je suis désolée pour ceux qui ne seront pas d'accord, ils ont le droit. Mhm. Je pense que l'homme a, dans beaucoup de sociétés, une perception de lui-même comme étant un pourvoyeur. Mhm. Ce qui ne veut pas dire que la femme ne pourvoit pas, mais l'homme trouve un certain équilibre dans le fait d'offrir une certaine sécurité et la femme qui n'est pas pour autant inactive en jouit aussi, ce qui ne lui enlève rien. Et donc, je trouve que ce rôle de pourvoyeur est devenu difficile parce qu'il participe vraiment de l'identité de l'homme et il lui permet de se sentir accompli. C'est-à-dire, il a la satisfaction de mettre à l'abri, mais lui aussi, ça le révèle dans son identité. Et donc, dans ce monde impitoyable pour tous, même pour les hommes, je pense que la santé mentale des hommes est mise à mal, vraiment. Mhm. Mhm. Euh, alors, maintenant, sans doute que eux doivent prendre de la hauteur aussi et découvrir le partenariat possible entre l'homme et la femme. C'est même pas possible, souhaitable. Souhaité, prévu, disons ça comme on veut. Pour moi, c'est comme ça, quoi. Voilà. Parce qu'il n'y a pas, comment on va dire ça? On peut imaginer l'homme comme celui qui va au combat, etc. Mais finalement, le secret de l'intelligence familiale, c'est vraiment dans le partenariat entre les deux. Mhm. Voilà. Donc, je pense que euh, ce tabou, euh, comment dire ça, complique la vie aux hommes aussi, parce que peut-être qu'ils ont tendance à couper ce lien qui est pourtant finalement très pourvoyeur. Mhm. On est tous faits de la même pâte. On ne donne que ce qu'on a et ça suppose de se régénérer. Et du coup, l'homme ne doit pas partir du principe qu'il a tout en lui. Alors, c'est vrai que ça va à l'encontre du développement personnel. On ne cesse de dire aux gens, oui, vous avez tout en vous, etc. Mhm. Oui, mais non, en fait, parce que nous vivons dans un univers et en fait, nous sommes interconnectés. Mhm. Euh, il y a une interconnexion entre les genres, mais il y a une interconnexion entre tous les êtres aussi. Et donc, c'est tout à fait normal et ce n'est pas du tout une preuve de faiblesse que d'avoir besoin de se ressourcer auprès des autres. Ce n'est pas toujours le mode de régénération le plus prégnant chez tout le monde, parce que par exemple, il y a des personnes qui sont plutôt introverties, etc. Mais à un moment ou à un autre, on a besoin de se ressourcer auprès de l'autre. Voilà. Donc, est-ce que ça se manifeste de la même façon? Non, parce que certains hommes qui ont reçu peut-être des biais, oui, éducatifs, une accentuation trop forte sur le fait de ne pleure pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, si tu as un problème, n'en parle pas. Ce qui est, à mon avis, une erreur, eux vont s'enfermer, en fait, dans la difficulté et se trouver heurtés à des incapacités, des difficultés qui ont été créées par l'époque. Et donc, ils doivent se rappeler que ce n'est pas parce qu'on attend certaines choses d'eux qu'on leur demande vraiment d'être pourvoyeurs, enfin d'être créateurs et pourvoyeurs, quoi. C'est Ouais. pas ça qu'on attend d'eux, vraiment. Mm. C'est vrai, ce Donc, n'est pas une faiblesse. c'est un Ouais. vrai sujet. C'est un vrai sujet
on n'y pense pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup parce que je trouve qu'on est beaucoup dans un monde, surtout en Occident, dans un monde de division où on mélange certaines problématiques, tu vois. On parle par exemple du droit des femmes qui est bafoué, mais on croit pouvoir trouver une solution dans l'opposition, la confrontation à l'homme. Pour moi, c'est pas le bon chemin. Franchement, je l'assume. Je suis vraiment très contre ça même, tu vois, je l'assume. Et je me dis que, bon, il y a des réalités, les femmes sont discriminées, les Ouais, femmes subissent un certain nombre de choses, c'est une chose, mais les hommes aussi sont en difficulté. ouais. Il ne Voilà. faut Et pas ce les ne sont oublier. pas tous les hommes qui sont défaillants, tu Mhm. vois. Il existe l'homme lambda qui ne cause de tort à personne et qui est en difficulté dans son soin. Et je ne pense pas que ça puisse profiter à qui que ce soit, en tout cas pas au monde. Ouais. Non, c'est vrai, il est important d'être objectif, franchement, Vraiment. et ne pas oublier les hommes, parce que comme tu dis, si ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. Il faut du Mhm. courage pour demander de l'aide, surtout quand tu Ouais, parles ouais. de la manière dont l'homme est perçu dans cette société. Il est le Mhm. pourvoyeur, donc il ne faut pas oublier les hommes non plus. Et Mhm. en tout cas, merci beaucoup, Vanessa, superbe. Il est Plaisir. important de souligner que la santé mentale concerne tout le monde, les femmes, les Oui, hommes, les oui, enfants, les adultes, noirs, oui. blancs, asiatiques, franchement, tout le monde, tout être humain. Et peut-être même les animaux, je pense. Ouais, Peut-être, hein, parce qu'ils ont une sensibilité, hein, ils perçoivent beaucoup de choses et je pense que un environnement défaillant, enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr, hein, j'avais regardé une émission là-dessus où ouais, les animaux devenaient défaillants et commençaient à fonctionner de manière, enfin, commençaient à être dysfonctionnels dans certains environnements qui avaient eux-mêmes été dénaturés par l'homme. tu vois? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Vanessa. Je ne sais pas Avec comment un réagir à immense ça. plaisir. Est-ce que C'est, tu as enfin, besoin de oui, mots? c'est vrai que c'est, quand on entend ça, on est dépité, on dit non, mais Mm. attends, on Ouais. se détruit, on détruit la faune, on détruit la flore. Qu'est-ce Et qu'on maintenant, on va parle faire? d'intelligence artificielle. On veut aller sur planète Mars. Voilà, mais on ne sait pas gérer sur la Terre. Bon. Est-ce que tu as un dernier mot, s'il te plaît, Vanessa? J'ai un dernier mot. J'ai envie de partager avec toi le slogan que j'avais créé pour Bionic. Ça te permettra de mieux comprendre Bionic et puis moi-même, ça me rappellera ma mission. Parce que D'accord. je pense que c'est toujours revigorant de se rappeler ma mission. En fait, j'ai fait un petit jeu de mots avec mon nom de famille. Tu vois, mon nom de jeune fille, c'est Birman. Et donc, D'accord. en fait, comme ça commence par bi, ça m'a fait penser à bi en anglais, abeille, tu vois. D'où Ah, la petite abeille que j'ai. Et alors, Bionic est né de ça, tu vois. Quand j'ai trouvé, c'est venu comme une fulgurance et je me suis dit dans ma tête, be you, be unique, think and make bionic. Tu vois, d'où le côté et- vraiment vivant. Et après, j'ai rajouté Bionic, c'est le cabinet conseil et coaching Mhm. inspiré du vivant par vous, pour vous. Et donc voilà, quand je dis ça, bah, j'ai tout dit. J'ai tout dit sur mon chemin et sur ce que je veux offrir. Et c'est aussi pour ça que j'écris parfois que je suis une pollinisatrice de carrière. Parce que je crois que effectivement, les gens ont beaucoup de choses en eux. Ils ont l'essentiel en eux. Et que vraiment, il faut que quelqu'un, une sorte de petite fée abeille, vienne pour saupoudrer ce qui va faire que tout ça va briller, quoi. Ah, c'est tellement beau, Voilà ça. ce que je veux dire. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup à notre pollinisatrice de carrière. Merci. Je vais me rappeler de ça. En tout cas, Mm. Vanessa, ce fut un immense plaisir d'échanger avec toi ce matin. Plaisir Euh, partagé. Merci infiniment. Je te souhaite le meilleur dans tout ce que tu entreprends, dans toutes tes À activités. toi aussi, ma chère Zinab. Je suis tellement heureuse de t'avoir découverte. Hein, je serais passée à côté de ça, tu te rends pas compte. Ça, c'est pas un podcast, ça, c'est un moment de vie, ça. C'est Ah oui, c'est c'est un sûr. moment de vie suspendu. Je vais garder précieusement. Oui, moi aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on ne veut jamais oublier. C'est trop important. Ouais. En tout cas, merci beaucoup et j'aimerais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui prendront le temps de regarder cette vidéo. Euh, Oui, Merci à vous pour votre soutien et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo pour qu'ensemble nous puissions changer le monde de façon positive, un sujet à la fois. Passe une un excellente sujet à la journée, Vanessa. Merci beaucoup. Merci, toi aussi. Et à très vite, ma chère Zinab.